Le lycée Massabielle est situé au Vernay-Chaméanne, un village du parc du Livradois-Forez. Dans nos recherches sur l'histoire de l'établissement, nous, élèves de seconde bac pro, avons découvert qu'il y a 80 ans, la vie était bien différente. L'établissement était tenu par les Sœurs de l'Enfant Jésus. Des générations de jeunes filles s'y sont succédées. Et puis la Seconde Guerre mondiale est arrivée avec toutes ses conséquences. En 1944, Sœur Marie-Angélique, de son vrai nom Alice Chevalier, accepte d'y cacher les trois sœurs Gottschel, jeunes filles juives qui arrivent de Clermont-Ferrand où elles étaient déjà cachées. Deux sont scolarisées dans l'établissement. Voilà Marianne Gottschel et voilà sa sœur Claudine. En 1998, Sœur Marie-Angélique recevra le titre de juste parmi les nations pour les avoir cachées et leur avoir évité la déportation. Beaucoup de questions se sont posées à nous lorsque nous consultions les documents racontant cette époque. Nous leur avons écrit pour leur proposer de répondre à nos questions. Toutes les deux ont gentiment accepté de nous rencontrer en visio. Alors, bonjour mesdames. Avant de commencer cette rencontre, nous vous proposons de faire rapidement connaissance. Donc, les jeunes sont des élèves de la classe de seconde Sapate du lycée Massabielle. Ils vont se présenter et moi, je suis Madame Perrin, je suis leur enseignante d'histoire-géographie. Je suis Mathilde et j'ai 15 ans. Moi, je m'appelle Johan et j'ai 15 ans aussi. Je m'appelle Sophie et j'ai 16 ans. Je m'appelle Loéva et j'ai 16 ans. Je m'appelle Louise et j'ai 15 ans. Je m'appelle Jade et j'ai 16 ans. Je m'appelle Eva et j'ai 16 ans. Je m'appelle Athénaïs et j'ai 16 ans. Je m'appelle Maxime et j'ai 15 ans. Nous vous rencontrons aujourd'hui en visioconférence dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation pour évoquer votre arrivée dans notre établissement durant la Seconde Guerre mondiale. Tous les élèves que vous avez devant vous sont internes durant la semaine et ils vivent dans les mêmes bâtiments qui vous ont accueillis. Tous ensemble, nous y prenons nos repas. Les filles y dorment puisque c'est l'internat des filles. Et c'est dans ce bâtiment qu'est enregistrée aujourd'hui notre rencontre. Donc avant de leur laisser la parole, nous ce qu'on aimerait c'est que chacune d'entre vous se présente rapidement pour qu'ils puissent faire connaissance. Bon, alors moi je suis Marianne Gottschel-Lévy, j'habite Toulouse, j'ai 92 ans et je suis contente de voir tous ces jeunes qui sont là pour nous interroger. J'espère qu'il en sortira quelque chose de très positif. Et moi, je suis Claudine Gottschel-Bolac, j'ai 89 ans et j'habite Strasbourg. Donc vous voyez, on est au deux bouts de la France entre Marianne et moi. Donc on va commencer en fait par évoquer votre arrivée à Massabielle. Quelle était votre vie avant le début de la guerre? Où viviez-vous? Que faisaient vos parents? Et aviez-vous d'autres frères et sœurs? Avant la guerre, nous étions donc à Limoges avec nos parents, avec mes frères et sœurs. On avait une vie tranquille. J'étais en classe de 7e, je crois me souvenir. Nos parents étaient commerçants. Ils avaient un commerce de chapeaux assez important pour une ville comme Limoges. Et le magasin était dans le centre-ville et nous, on habitait une villa pas très loin du magasin. On avait des parents qui étaient athées et on n'avait jamais entendu parler de religion juive. Que s'est-il passé pour que vous soyez envoyé à Massabielle, pour y être caché, et comment y êtes-vous arrivé? Quand les Allemands sont arrivés à Limoges, ils ont d'abord réquisitionné notre maison pour y établir l'état-major allemand, donc on a dû partir. On a logé dans 2 petites chambres sous les toits un petit peu minables. Mes parents ont cherché ma mère a cherché à nous cacher et on a trouvé une école religieuse à Clermont-Ferrand. Et on nous a envoyés à l'école Sainte-Marguerite à Clermont-Ferrand, je pense vers le mois de novembre, et nous sommes restés dans cette école jusqu'à ce qu'on apprenne de façon indirecte que mes parents avaient été arrêtés, tout à fait début 1944. Comme ils ont pu prévenir qu'ils allaient dans une destination inconnue, la famille qui a été prévenue a dit qu'il fallait nous cacher ailleurs parce qu'on risquait de trouver notre adresse sur eux. C'est la supérieure
de l'école de Clermont qui avait une filière et qui a contacté sœur Marie-Angélique pour lui demander si elle acceptait de cacher 3 jeunes filles juives, puisque ma sœur aînée était avec nous et mon frère était caché ailleurs. Et elle a répondu oui. Et donc, nous sommes partis très rapidement dans la nuit et nous sommes arrivés au Vernet. Si on s'est caché, c'est que dès les premières manifestations en 1942, notre père était recherché à la fois comme juif, à la fois comme pas communiste, mais proche du communisme. C'était quelqu'un de bien connu sur Limoges. Donc, ça a été une des premières personnes recherchées. Heureusement, il n'était pas à la maison quand la police française est venue pour l'arrêter. On en avait déduit qu'il fallait que sa situation était dangereuse. Et c'est à ce moment-là qu'on est parti à Clermont par une filière de résistance, une plaque tournante. Maxime vous a demandé quel âge vous aviez en arrivant. Alors, en arrivant, moi j'avais 12 ans. Et moi j'avais 10 ans en arrivant au Vernet, mais on avait quitté la maison quand j'avais 8 ans. On a dû passer 1 an à peu près à Clermont avant que nos parents soient arrêtés, puisqu'ils avaient des documents sur eux. C'est pour ça qu'immédiatement on nous a extraits de Clermont pour nous envoyer au Vernet. Et mon frère, qui était petit, à ce moment-là, est parti dans une famille à côté d'Oradour-sur-Glane pendant toute la guerre. Quant à ma sœur Janine, qui était plus grande que nous, quand elle est arrivée à Sainte-Marguerite, elle avait une scolarité normale, arrivée au Vernet, comme l'école du Vernet n'amenait que jusqu'au certificat d'études, ma sœur, qui devait être en 5e à ce moment-là, est partie à Issoire, c'est-à-dire que toute la semaine elle était à Issoire et elle rentrait le week-end au Vernet, c'est-à-dire qu'on était très proche de notre sœur Janine. Quant à notre frère, on n'avait pas trop de nouvelles. Donc on va évoquer votre vie au Vernet. C'était la vie de pensionnaire, d'élèves. Il y avait l'école le matin, enfin et l'après-midi aussi. Et puis on restait, on était complètement interne, on dormait dans des dortoirs, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant. Si, à Clermont, il y avait déjà eu des dortoirs. Et on menait une vie normale. Et pendant les vacances, on se promenait avec il y avait 4 religieuses, il n'y avait rien de spécial. Par contre, il faisait souvent très froid et en hiver, c'était un peu compliqué parce que on avait des galoches ou des sabots aux pieds, ça fait assez mal et on avait assez froid. Oui, il y avait un vrai mur de neige. Pour sortir de la maison, il fallait creuser. Il y avait bien 1,50 m. Enfin, la neige était plus haute que nous. Et les dortoirs étaient froids, on était très mal chauffés. Si vous êtes dans cette maison, je pense que maintenant il y a du chauffage, mais on avait des engelures, mais tout le monde en avait. Mais la vie était très familiale, surtout pendant les vacances où on était seuls. Je crois qu'il y avait une autre fille qui était avec nous, une Parisienne qui ne devait pas partir. Donc c'était pour nous beaucoup plus amusant, beaucoup plus intéressant pendant les périodes de vacances. Oui, effectivement, on se promenait, on s'occupait du jardin. On allait à la pêche aux écrevisses dans les ruisseaux. Il y avait des choses qui nous changeaient beaucoup par rapport à nos habitudes de Limoges. Par exemple, la toilette, c'était quelque chose d'assez rudimentaire. Il y avait une espèce de tuyau avec des petits robinets. C'était une toilette de chat qu'on faisait pas très souvent. Ça, on n'avait pas l'habitude. C'était pas très confortable, mais bon, on s'y habituait, quoi. Pouvez-vous nous présenter sœur Marie-Angélique ? C'est amusant parce que nous, on ne l'a jamais appelée sœur Marie-Angélique. On l'a toujours appelée Mademoiselle Chevalier. Et je ne lui ai jamais dit ma sœur, on disait madame, parce que je ne voyais pas pourquoi on disait ma sœur, quoi. Donc on l'appelait madame. Elle était très, très chaleureuse avec nous, elle s'occupait très bien de nous. En même temps, c'était notre maîtresse, et comme maîtresse, elle était assez sévère, mais très efficace. Elle était très gaie, on se sentait tout à fait en confiance avec elle. Je savais qu'elle savait que nous étions juifs, et il y avait une autre religieuse, sœur Marie-Ange, qui était très jeune, très gentille,
Je n'ai su que 40 ans après la guerre qu'elle savait aussi que nous étions juifs, mais je ne le savais pas à l'époque. Combien de personnes étaient au courant de votre origine au sein de l'établissement? Ben, comme je t'ai dit, il y avait sœur Marie-Angélique et sœur Marie-Ange. Et sœur Marie-Ange, on ne savait pas qu'elle était au courant, mais les autres, non. Et alors, on s'inventait des parrains, des marraines, parce que nous n'avions ni parrain ni marraine, donc on s'était inventé des noms. Et autrement, sur tous les sujets, on avait l'habitude de ne pas parler, de ne pas répondre. Et au Vernet-la-Varenne, on avait dû changer de nom. Quand j'étais à Clermont, on s'appelait encore Gatschel, qui est un nom alsacien. Quand on est arrivé au Vernet, sœur Marie-Angélique a renversé de l'encre de Chine sur nos cartes d'alimentation ou je ne sais pas quoi. Et elle a fait mettre un nouveau nom. On s'est appelé Guette, G-U-E-2-T-E. C'était plus simple à prononcer. Et ce qui est curieux, c'est qu'après la guerre, quand j'ai récupéré mon nom, qui est un nom alsacien un peu difficile à écrire, je ne savais plus l'écrire. Donc je regardais, on avait des blouses avec le nom brodé, je regardais mon nom quand je devais mettre mon nom sur une copie. Voilà. Avez-vous craint d'être découvert par les autres filles qui étaient avec vous à Massabielle? Ben, oui, naturellement. C'est pour ça qu'on ne racontait rien sur notre vie habituelle. Ni aux enseignants, il y avait d'autres enseignantes, ni à personne. Si vous aviez été dénoncé, que se serait-il passé et avez-vous un jour pensé que vous pourriez partir dans les camps? Les camps, on ne savait pas ce que c'était. On avait peur d'être dénoncé, d'être arrêté. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai continué à rêver pratiquement toutes les nuits qu'on venait m'arrêter ou quoi, jusqu'à ce que j'ai 20 ans, c'est-à-dire longtemps après la guerre. Alors moi, pour ma part, je peux dire que je rêvais de mon père, que mon père revenait. Je rêvais pratiquement toutes les nuits que mon père était devant la porte, il s'est sonné. Moi, ce n'était pas tellement en rêve, c'était dans la journée, tous les jours, je me disais, il y a peut-être quelqu'un qui va sonner à la porte. Et j'ai guetté mon père, mais on n'en parlait pas entre nous. Hein. Mais je l'ai guetté pendant des années avant d'accepter le fait accompli. Mais c'est vrai, on n'en parlait pas du tout, sinon on n'a pas fait beaucoup de cauchemars dans la mesure où on avait une vie tranquille, qu'on ignorait ce qui se passait. On nous avait dit qu'ils étaient dans un camp de travail, donc on attendait calmement la fin des événements, la fin de la guerre pour attendre le retour. Est-ce que vous vous sentiez différente des autres élèves? Oui, dans la mesure où on n'avait pas de contact avec nos parents, où on devait cacher notre nom, où on ne devait pas dire certaines choses, où on avait une origine, si vous voulez, différente, où on avait vécu d'une façon différente, plus confortable et tout avant. Oui, on se sentait un petit peu différente. Oui, mais on s'était bien adapté à la situation. Oui. C'était des des pays de la campagne et nous des villes, mais à cet âge-là, je pense qu'on a une facilité d'adaptation et ça se passait tout à fait calmement. Puis il n'y avait aucune agression, aucune parole, ni antisémite, ni des questions dérangeantes. Moi, je n'ai pas le souvenir du tout de problèmes à ce niveau-là. Alors, justement, à propos de votre mère, quand elle est venue vous reprendre, elle a dit à sœur Marie-Angélique, je vous suivrai toujours où vous passerez. Est-ce que vous pourriez nous raconter qui l'a faite et comment s'est passée la demande du titre de juste pour sœur Marie-Angélique? De ma part, j'ai toujours gardé des contacts, mais on ne s'est pas beaucoup vu. Mais je lui avais dit à la fin de la guerre, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vous promets, quand j'aurai 20 ans, je viendrai vous voir. En fait, je l'ai vue avant et quand j'ai eu 20 ans, je suis allée la voir. J'y suis allée plusieurs fois. Elle est venue à Strasbourg pour certaines fêtes de famille. Elle a pu venir à Strasbourg. Et avec Marianne, on est allé la voir dans différents endroits où elle a été après, différents pensionnats, où elle a pris sa retraite. On a été une fois avec elle dans une école où je crois que c'était à La Vuccia, c'était plus au Vernet. Et je me souviens être rentrée avec elle dans une classe où elle avait dit à ses élèves, elle avait parlé de moi, elle m'avait surnommée Brimborion parce que j'étais toute petite et que je me glissais un peu partout. Et elle arrive dans la classe et c'était assez drôle parce qu'elle dit, voilà, je vous ai parlé
de Claudine de Brin-Porion, et la voilà. Les élèves étaient médusés de voir que c'était quelqu'un qui existait vraiment. Elles pensaient que c'était un extraterrestre ou quoi. Mais on l'a vue presque jusqu'à la fin de sa vie. On est allé la voir. Alors, quand elle a eu la médaille des Justes, naturellement, là, elle était encore très bien. On a fait une réunion pour lui remettre la médaille des Justes, où il y avait presque tous les enfants, notre fratrie avec les enfants, les petits-enfants. Et donc, c'était très chaleureux et très impressionnant. Et l'initiative pour la faire nommer Juste, en fait, c'est mon mari qui m'avait dit plusieurs fois, mais je ne comprends pas, il faut que vous fassiez la demande. Et j'ai fini par la faire, alors avec Marianne, avec des témoignages qu'elle a pu écrire encore. Et après, on l'a revue peut-être encore un an avant sa mort, où elle avait des problèmes pour écrire, mais elle nous disait encore, vous êtes mes enfants, vous êtes mes enfants. Je me rappelle, je sais que les enfants buvaient ses paroles, ils étaient très impressionnés par ce qu'elle a raconté et ce que nous, on a fait raconter aussi. Donc pour les enfants, c'était un moment inoubliable. Comment avez-vous réagi à sa mort? C'était quelqu'un de très proche, donc ça nous a fait de la peine. Mais je veux dire, quand on meurt à 98 ans, malheureusement, c'est déjà pas mal. Oui.